Vive les conventions sociales et bonne année 2020 à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de cette série qui s'intitule Comment faire un film fauché, où on essaye ensemble de répondre aux questions que tous les réalisateurs amateurs de courts-métrages peuvent se poser. Si jamais t'es tombé sur cette vidéo parce que t'avais envie de savoir comment est-ce qu'on écrivait un scénario spécifiquement, tu es évidemment libre de rester, mais pour le coup je t'invite vraiment à aller regarder le premier épisode de la série pour pouvoir bien tout comprendre, et parce que je vais reprendre exactement là où je me suis arrêté, donc ce serait un peu dommage que tu te sentes largué en route. Alors évidemment, je précise que cette vidéo et toute la série en général est basée sur mes goûts, sur mes opinions, sur ma façon à moi de travailler et sur mon expérience de réalisateur de court-métrage amateur, mais ce projet est collaboratif, donc si tu as une façon différente de travailler, si tu considères qu'il y a des choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo et que tu veux donner toi tes propres conseils dans les commentaires, surtout fais-le, parce que c'est à ça que sert Internet, ça sert à s'entraider, et il y a sûrement des réalisateurs amateurs dans les commentaires qui voudront en savoir plus, et tu seras peut-être là pour les aider, donc vraiment n'hésite pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a tout abordé pour cette intro, c'est parti pour la seule émission YouTube qui revendique que l'usage du comics en MS peut être un choix artistique, épisode 2, le scénario. Donc comme je le disais en introduction, on va reprendre exactement là où on s'était arrêté à la fin du premier épisode consacré à l'idée, à comment est-ce qu'on développe une idée et comment est-ce qu'on en arrive à un synopsis. Maintenant qu'on a notre synopsis, qu'on l'a réinterrogé, qu'on l'a retravaillé, qu'on l'a questionné, qu'on lui a fait passer tous les crash tests possibles pour s'assurer que c'était cohérent et que ça valait le coup d'aller plus loin, eh bien écoutez, c'est le moment de se mettre à écrire. Juste une petite précision avant de continuer, dans cette vidéo je ne vais volontairement pas aborder tout ce qui est police d'écriture, convention de typographie, tout ce qui est relatif en fait au scénario en tant qu'objet typographique. Voilà, ça pour le coup c'est vraiment pas mon sujet, il y a plein d'articles sur internet qui vont parler de ça, il y a plein de vidéos YouTube qui abordent ce sujet. Moi celui que j'ai choisi de traiter dans cette vidéo c'est comment est-ce qu'on écrit un scénario, à quoi ça sert un scénario, et pourquoi est-ce que c'est peut-être l'étape la plus importante du processus de création d'un film. Parce que jusqu'ici, on pensait avoir un scénario qui était rodé, qui était parfaitement écrit, qui ne posait pas de problème et qui était une excellente base de travail pour commencer l'écriture. C'est la vérité. Mais le problème du synopsis, c'est qu'il nous fait croire que l'on a toutes les cartes en main, et au moment où on passe à la réelle écriture concrète du scénario, c'est le moment où on va être contraint de faire tapis. Alors pour le coup, il y a autant de façons d'organiser le travail d'écriture d'un scénario que de scénariste en fait, et de sensibilité propre. Moi, c'est ma façon d'organiser le truc que je vais vous donner, et personnellement, je commence toujours par les personnages. Parce que les personnages, c'est vraiment le point central du scénario, c'est le point névralgique de l'histoire, et surtout c'est la chose que l'on a le moins développé dans le synopsis, tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps. C'est normal, un synopsis ça fait qu'une seule page, et un personnage, il est résumé voilà, à une phrase, à quelques caractéristiques, mais dans un synopsis, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'intrigue, la construction de l'intrigue, et sa progression. Sauf que le fait est que dans un film, l'intrigue certes c'est important, mais les personnages qui l'apportent le sont encore plus. Et pour pouvoir commencer à attaquer l'intrigue dans le détail, il est essentiel de savoir qui vit les événements que l'on va raconter. Et l'écriture d'un personnage, ça commence par s'interroger sur ce qu'il est en dehors et en plus de ce qu'on montre de lui dans le film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux au minimum 5 pages de description pour les personnages principaux et au moins 2 pour les personnages secondaires. Vous me racontez toute leur vie, leur passé, leur enfance, leur trait de caractère, la profession de leurs parents. Moi, personnellement, je pousse le vice jusqu'à aller à déterminer leurs goûts musicaux spécifiques. Je veux un maximum de détails. Je veux qu'à la fin de la rédaction de tous ces détails, vous connaissiez tellement bien les personnages qu'au cours du processus d'écriture, vous n'ayez pas à les inventer, mais simplement à les décrire. En fait, l'idée, c'est que vous en arriviez à une espèce d'automatisme lorsque vous écrivez le scénario en détail, qui est de vous dire « Non, Jonathan, il peut pas faire ça. » Ça lui ressemble pas. Et pour le coup, arriver à pouvoir se dire ça d'un personnage, ce qui est extrêmement bon signe, ça veut dire que vous maîtrisez votre personnage sur le bout des doigts et que vous le connaissez extrêmement bien, c'est ça qui va vous permettre d'avancer sereinement dans l'écriture du scénario en vous assurant de ne pas partir dans toutes les directions parce que vous savez qui est le protagoniste qui porte votre histoire. Maintenant que vous savez en détail qui sont vos personnages, quelle est leur psychologie, quelles sont leurs motivations et quelle est tout simplement leur personnalité de façon plus générale, on va pouvoir commencer à s'intéresser à ce qu'ils font. Et pour ça, on va retourner vers le synopsis qu'on avait écrit à la fin de l'épisode précédent et on va s'attacher à le développer et surtout à le séquencer. Le séquençage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les actions que vous aviez développées dans votre synopsis, qui en fait que vous résumiez à 2 ou 3 phrases en fonction de l'importance pour l'intrigue de l'événement qui se passait, par exemple, Jonathan est confronté à la mort de son meilleur ami, voilà, ça fait 2 phrases, c'est une partie de l'histoire, et bien maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va chapitrer ça, et que chaque action, chaque événement
que vous énonciez dans votre synopsis comme étant important et comme étant à développer, et ben on va le développer. Et là où le synopsis faisait à lui tout seul une page et résumait l'intégralité de votre film, et ben lors du séquençage, ce sont ces mêmes actions qui faisaient quelques lignes dans le synopsis qui vont finir par faire une page complète. Le séquençage, c'est vraiment le moment où on commence à rentrer dans les détails de l'intrigue, dans les détails des événements qui se déroulent et de comment est-ce qu'ils influencent les personnages et quelle est leur façon de réagir. Donc n'hésitez pas vraiment à développer le truc. Une page et demie, moi ça me paraît suffisant, mais si vraiment vous voulez mettre beaucoup de détails, n'hésitez pas. Même si après, pour un format court, ça sert pas non plus à grand chose d'aller très loin dans les détails. Mais assurez-vous d'avoir une base réellement suffisante avec le maximum de détails possible pour être sûr de savoir ce qu'il se passe exactement à chaque moment important de l'intrigue, à chaque séquence en fait. Et attention, dans le séquençage, vous devez résumer toutes les parties de l'intrigue, hein, pas seulement les plus importantes, c'est-à-dire que s'il y a eu, j'en sais rien moi, un meurtre à Paris et que ça a bouleversé le personnage de Samantha et qu'elle demande à Robert de l'amener à Lille pour se reconstruire, et la scène de la reconstruction psychologique du personnage, ce sera bien plus tard dans l'intrigue, le trajet entre Paris et Lille, si vous choisissez d'en faire un moment de l'intrigue, vous devez évidemment également le séquencer. Même si c'est un événement qui est évidemment moins important et moins fondamental dans l'intrigue, si vous choisissez d'en faire un moment du scénario, vous devez me raconter tout ce qui s'y passe. Maintenant que vous avez développé tous les éléments de votre intrigue en les chapitrant en séquence et que vous avez fait une page pour expliquer ce qui se passe, maintenant que vous avez résumé ce qui se passe, vous allez prendre chacune des séquences que vous avez développées une par une et vous allez vous poser une question toute conne. À quoi sert cette séquence? Et si vous vous sentez de le faire, après ça c'est à vous de voir, moi personnellement je le fais, vous me faites une petite partie explicative sur l'intérêt de la séquence. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, après le meurtre à Paris et la reconstruction psychologique à Lille, vous m'expliquez à quoi sert la séquence dans la voiture. Vous avez choisi de la garder, vous avez totalement le droit, hein, évidemment c'est votre film, vous êtes totalement libre, mais il faut s'interroger sur à quoi sert cette séquence. Par exemple, on pourrait dire que c'est important, parce que le personnage féminin a été traumatisé par ce qui s'est passé à Paris, et qu'elle est dans un état de confusion, qu'elle est perdue dans sa propre vie, et qu'il est important de montrer ce cheminement qui va l'amener vers la reconstruction, un cheminement qui est d'abord celui d'une errance, et pour ça, on va le raconter en voiture. Toutes les séquences que vous avez choisi de garder dans votre film, elles doivent servir à illustrer au moins une de ces trois choses. Faire avancer l'intrigue, évidemment, ça c'est le plus logique, mais ça peut être également développer la psychologie d'un personnage, et enfin, le moins important, mais qui peut quand même s'avérer essentiel en fonction du type d'histoire que vous voulez raconter, installer la cohérence d'un univers et l'ambiance visuelle, l'atmosphère de ce dernier. Si par malheur il s'avère que l'une des séquences de votre film ne sert pas à illustrer une de ces trois choses, virez-le. Parce qu'on perd du temps, ça crée un élément de pause dans le récit, et pendant que le spectateur va regarder le film, il va se dire « mais elle sert à rien cette séquence, enfin pourquoi il a gardé ça ?» Et croyez-moi, aucun réalisateur n'a envie d'entendre ce genre de réflexion. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va regarder si tout ça est cohérent, si tout ça se répond bien. Est-ce que les personnages ont une psychologie qui est correctement développée? Est-ce que les séquences de l'intrigue suffisent à raconter ce que j'ai envie de dire des personnages? Est-ce que leurs réactions correspondent aux événements extérieurs? Tout ça. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a une harmonie et que les choses se répondent logiquement les unes les autres, et il faut s'assurer que le spectateur va pouvoir comprendre ce que vous avez envie de lui transmettre de la meilleure façon possible. Évidemment, et ça arrive tout le temps, et ça arrive même aux meilleurs scénaristes du monde, comme je sais pas moi, Aaron Sorkin, tout le monde passe par là, et ben il y a des ajustements à faire. Il y a des choses à corriger. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'illustrer le développement psychologique d'un personnage? Est-ce que je pourrais pas réécrire cette séquence et plutôt que de les faire y aller en voiture, je pourrais les mettre dans un train et le train s'arrête, par exemple, pour montrer que le personnage n'arrive pas à avancer. J'en sais rien, tu vois, c'est peut-être une idée de merde, mais il faut s'assurer que ce soit cohérent vis-à-vis de ce que vous avez envie de raconter, et s'il faut rectifier le tir, eh bien on le rectifie. C'est pas grave, encore une fois, de barrer ce qu'on a écrit pour réécrire, c'est essentiel dans le processus. Par exemple, lorsque j'ai écrit le scénario de mon court-métrage Le Grand Jour, la fin du film, toute la séquence de fin, toute la façon qu'avait l'intrigue de se conclure, n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai effectivement mis dans le film, parce que je me suis rendu compte, un peu trop tard je l'avoue, donc c'est pour ça que j'aurais aimé suivre mes propres conseils, hein, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, je me suis rendu compte que c'était pas cohérent, que je ne respectais pas tellement ma propre histoire, et qu'il y avait une bien meilleure façon de raconter ce que j'avais envie de raconter, en passant par une autre type de séquence, par un autre ton, par une autre scène, quelque chose qui permettrait de porter au mieux l'évolution psychologique du personnage et la cohérence de l'univers et du message que j'avais envie de transmettre. Parce qu'écrire un scénario, c'est ça, c'est-à-dire que plus on développe un univers, plus on développe une histoire, plus on écrit, plus on entre dans le détail, plus on commence à comprendre de quoi cette histoire
parle réellement. Et vous verrez que très souvent, une histoire trouve par elle-même sa propre cohérence et que c'était pas forcément ce qu'on avait cherché à y mettre au départ. Et cette cohérence interne qui naît lors de l'écriture d'un scénario, c'est hyper important de la conserver. Et maintenant que notre séquençage est bouclé, que l'on connaît nos personnages, que l'on sait où on va, qu'on s'est assuré que tout est cohérent, qu'est-ce qu'on fait? On pose son stylo et crash test. Pour ceux qui n'étaient pas là l'épisode précédent, le crash test, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape la plus importante du processus de création. C'est le moment où on arrête de travailler sur ce que l'on était en train de faire, parce que lorsqu'on travaille, on a la tête dans le guidon et on n'a plus suffisamment de recul pour s'assurer de sa qualité. Donc on arrête de travailler dessus pendant au moins une semaine, ensuite on reprend notre séquençage, on prend notre stylo, on a un regard critique extérieur, on est notre premier critique, faut jamais l'oublier ça, et on se pose toutes les questions de merde, toutes les critiques les plus acerbes qu'on peut faire vis-à-vis de notre propre travail. Est-ce que l'histoire est suffisamment bien rythmée? Est-ce que les personnages sont suffisamment cohérents? Est-ce que l'on comprend tout? Est-ce que c'est la meilleure façon de raconter ce que j'ai envie de raconter? Est-ce que je suis vraiment sûr pour cette scène? Est-ce que c'est la meilleure façon de la lier à une autre? Est-ce que la narration est bien? Est-ce que le film serait pas mieux raconté dans le désordre? Toutes ces questions de merde là, vous voulez poser, et si vous n'êtes pas satisfait du résultat une fois le crash test passé, on recommence. Tant qu'on en est à l'écriture, tout est encore possible. Le seul moment où c'est trop tard, c'est au montage. Parce qu'au montage, on a un matériau qui est limité et il faut qu'on fasse avec. Alors que l'écriture, c'est de l'imagination pure, et notre imagination, elle est sans limite. Et maintenant qu'on a le séquençage, maintenant qu'on a la psychologie des personnages qui est développée, maintenant qu'on s'est assuré de la cohérence du tout, c'est le moment où l'on va pouvoir commencer à s'attaquer au scénario en tant que tel. Un scénario, c'est ça. C'est l'organisation de votre film en objet écrit avec le plus de détails possible. Selon moi, pour aborder sereinement le processus d'écriture d'un scénario et pour s'assurer qu'on le fait bien, il faut vraiment comprendre à quoi ça sert. Un scénario, c'est un objet qui a deux fonctions. D'abord, en quelque sorte, si vous voulez, c'est une brochure pour votre film. C'est-à-dire que si vous le faites lire à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce sur quoi vous êtes en train de travailler et qui n'a aucune idée de ce qu'est votre film, vous lui faites lire le scénario, il arrive à se représenter à quoi le film va ressembler. Et c'est pour ça que c'est très important de se dire que lorsqu'on écrit un scénario, c'est pour le montrer à cette personne-là. C'est pour le montrer à quelqu'un qui ne sait absolument pas de quoi vous lui parlez, qui ne sait absolument pas à quoi vous travaillez, à quoi ça va ressembler. Il le lit, il comprend. Et ensuite, le scénario, c'est l'objet qui sert de référence, qui sert de base lors du tournage. Lorsque vous vous sentez submergé, lorsque vous ne savez pas comment organiser telle ou telle scène, vous prenez votre scénario a la réponse. Quand vous écrivez un scénario et que vous réalisez le film que vous écrivez, ça, c'est votre pense-bête pour plus tard. Vous écrivez également pour votre vous du futur. Si jamais on se retrouve à être dans une situation où on ne sait pas trop comment avancer, le scénario est là pour nous rassurer et surtout pour nous rappeler de quoi parle vraiment notre film. Alors, je vais pas vous mentir, l'écriture d'un scénario, c'est vraiment une table qui est super relou parce que c'est super long, parce qu'il faut s'assurer que chaque phrase décrit la bonne chose de la bonne façon, mais ce sera plus tard votre meilleur ami, donc passez-y tout le temps du monde s'il le faut, mais vraiment bichonnez-le. Dans un scénario, vous décrivez tout, même les trucs qui vous paraissent les plus insignifiants, vous m'écrivez tout ce qui est important à prendre en compte au moment du tournage. Vous précisez tout ce qu'il faut préciser pour que l'on se rende compte de ce qu'est le film. Et ce, même si ça n'a pas de rapport direct avec l'histoire en tant que telle. Moi, par exemple, je sais que dans mes scénarios, je passe énormément de temps à préciser comment les scènes seront éclairées, par exemple l'organisation de la lumière, les effets de montage, et ça m'arrive également d'aller jusqu'à préciser certains mouvements de caméra. Alors pour le coup, là, il y a plusieurs écoles, et comme je le disais, il y a plusieurs façons d'écrire de scénarios, autant qu'il y a de scénaristes en fait, et vous allez avoir des scénarios qui sont extrêmement précis sur la façon de filmer les scènes, sur l'ambiance des scènes, sur leur dimension visuelle, en fait, c'est-à-dire que vous comprenez immédiatement comment tout ça va être agencé au montage et à quoi cela va tout de suite ressembler lorsque ce sera sur grand écran, en précisant les mouvements de caméra, etc. Mais il y a également d'autres scénaristes qui vont écrire des scénarios qui sont extrêmement, on va dire, libres au niveau de leur possibilité de mise en scène. Voilà, c'est un scénario que n'importe quel réalisateur pourrait lire et s'approprier. Il n'est pas bloqué par certaines indications précises. Des indications qu'on peut évidemment envoyer chier au tournage, hein, ça on est toujours totalement libre. Mais il y a vraiment ces deux dimensions-là. Moi personnellement, je fais partie de la première catégorie, c'est-à-dire que j'ai toutes mes idées, quasiment toutes évidemment, parce qu'après il y a le tournage, etc., il y a le montage, mais toutes les idées principales sont directement précisées à l'écrit.
Pour moi, c'est très important, c'est comme ça que je travaille et ça m'aide vraiment pour le coup pour plus tard, mais vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça, évidemment. Après, pour le coup, je vous conseillerais quand même de faire certaines indications, parce que, encore une fois, ça vous offre une ligne directrice, et si vous êtes un petit peu perdu au tournage, vous avez un objet de référence, que ce soit pour le respecter, ou pour totalement s'en éloigner, bien sûr, mais c'est important de pas se sentir complètement largué dès qu'il faut mettre en image. S'il y a vraiment un seul truc à retenir pour moi, c'est le scénario, c'est votre film couché sur papier avec le plus de détails possible. Après, évidemment, quand je dis le plus de détails possible, je vous parle pas de me faire un paragraphe de 15 lignes sur la couleur précise des feuilles des arbres. Déjà parce qu'on perd du temps, que ça sert à rien et que si quelqu'un lit ça, il va acheter le scénario, ça c'est la première chose, mais surtout que le scénario, encore une fois, doit incarner votre film sur papier. Ce qui veut dire que le rythme de votre film, on doit déjà le ressentir à la lecture du scénario. Alors la convention, c'est que une page de scénario, c'est environ 1 minute de film, ça peut aller jusqu'à 2 minutes si vous faites des films qui sont atmosphériques par exemple, où il y a des moments de silence, où il y a des plans d'illustration, etc. Mais sinon, la convention, c'est ça. Donc vraiment, quand je vous dis le plus de détails possible et que c'est votre film sur papier, on va jusque-là. Le rythme de l'écriture d'un scénario doit correspondre au rythme de votre film terminé. Donc évidemment, même si je le rappelle, vous l'avez bien compris depuis le début, un scénario c'est super important, donc ça se bichonne, ça se corrige, ça se modifie, ça se retravaille, on s'en fout encore une fois. C'est-à-dire que tant qu'on en est au processus de l'écriture, on peut y aller, on peut tenter de nouvelles choses, on peut se poser toutes les questions du monde, c'est du texte sur papier. Tout est encore possible. Et donc vraiment, n'hésitez pas à bichonner le truc, à s'assurer que ce soit le plus précis quant à votre vision du film que vous voulez faire. Donc vraiment, passez-y du temps, bichonnez-le, retravaillez-le jusqu'à ce qu'il soit parfait pour vous, qu'il corresponde le plus au film que vous avez envie de faire, parce que vous allez systématiquement y revenir à chacune des étapes de la création du court-métrage. D'autant qu'avoir des fondations solides, c'est très très important. Pour aborder la partie la plus compliquée pour moi de l'écriture d'un scénario, la plus longue, celle qui personnellement me demande le plus de temps, les dialogue. Alors, encore une fois, comme il y a autant de façons d'écrire que de scénaristes, il y a plusieurs avis sur à quel moment du scénario est-ce qu'il faut commencer à travailler les dialogues. Personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout à la fin. Les dialogues, c'est le dernier truc que vous écrivez une fois que le scénario est quasiment bouclé. Pourquoi est-ce que c'est si important de développer les personnages et l'intrigue avant de commencer à écrire les dialogues? Parce qu'un dialogue, dans un film, il a une double fonction. Il sert à la fois à faire comprendre au spectateur et à retranscrire la psychologie d'un personnage, sa façon de réagir, etc. Mais il sert également à faire avancer l'intrigue. Et cette double fonction, elle nécessite vraiment qu'on ait une connaissance approfondie au préalable de ce qu'on a envie de raconter avant que les personnages commencent à ouvrir leur gueule. Chaque phrase doit nourrir la psychologie d'un personnage, établir son rapport avec les autres personnages à qui il est en train de parler, et distiller des petites informations comme ça sur l'intrigue, ses conséquences ou son avancée, tout ça sans en avoir l'air. Et en plus de tout ça, il faut que les échanges entre les personnages soient crédibles, parce que ce serait un peu dommage quand même que les gens arrêtent d'aimer votre film dès que les personnages ouvrent la bouche. Alors après, évidemment, lors de l'écriture du scénario, vous ne laissez pas les dialogues de côté, hein. Vous écrivez dialogue 9, par exemple, Michel et Patrick sont en train de discuter, voilà de quoi ils parlent, ils partent d'ici, ils arrivent ici, comme ça vous vous mettez un petit peu, voilà, vous vous laissez un peu de liberté au milieu du dialogue si vous avez envie d'inventer certaines répliques sur le moment. Vous décrivez les actions des personnages pendant qu'ils parlent, si ces actions ont un intérêt à être décrites à ce point en amont de l'écriture du dialogue, hein. Ça après c'est à vous de voir à quel point c'est important. Et puis tout simplement, vous passez à la suite du scénario, et une fois que le scénario est achevé, que vous avez écrit fin, vous revenez au dialogue et vous commencez concrètement à transformer ce qui n'était d'abord qu'un petit paragraphe explicatif avec un début et une fin en phrases réellement prononcées par les personnages. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment bien de travailler de cette façon-là parce que l'écriture d'une intrigue et de l'organisation d'une histoire dans un scénario et l'écriture des dialogues, c'est vraiment deux étapes qui sont très différentes. Ça mobilise pas les mêmes ressources créatives et donc du coup, si on écrit tout à la suite, on a vite l'impression de se sentir bloqué, en fait, et de pas pouvoir avancer, de se dire merde, je peux pas avancer l'écriture de mon scénario parce que je sais pas ce que Michel doit répliquer à Jean-Louis au dialogue 9. Et ce serait vraiment dommage de se sentir bloqué alors qu'on peut tout simplement s'assurer vite fait du contenu et y revenir dessus et les travailler une fois que la trigue elle est établie. D'autant plus que ça ne s'arrête jamais, lorsque vous écrivez les dialogues, il peut y avoir de nouvelles idées d'écriture pour le scénario, pour les séquences, etc. qui peuvent surgir de l'échange entre deux personnages et vous vous dites « Ah mais putain, ça c'est une bonne idée !» Ça, c'est bien ça.
Et donc du coup, vous modifiez votre histoire en conséquence, et vous commencez petit à petit à corriger l'intrigue pour qu'elle corresponde à ce qui est né dans le dialogue entre les personnages. Donc vraiment, raison de plus pour faire ça à la fin, parce que si vous faisiez ça tout au début, ça veut dire que votre scénario, en fait, il irait dans toutes les directions à chaque fois que vous avez une nouvelle idée dans le dialogue, et vous vous en sortiriez jamais. Et donc, après toutes ces péripéties, après avoir évidemment corrigé les dialogues, je compte sur vous quand même, c'est pas que des premiers jets quand même, et le scénario est terminé. Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on a une excellente base, on a notre film, le film qu'on a envie de faire qui est couché sur papier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Crash test! On laisse de côté le scénario pendant 1 semaine, 2 semaines, ensuite on reprend le stylo et on pousse dans ses retranchements, on s'assure du tempo, on s'assure du rythme, on s'assure de la cohérence, on se met à se poser des questions de merde du genre « Est-ce que vraiment Michel doit traiter Samantha de salope à la scène 46 ?» Enfin voilà, on va vraiment dans le truc. Comme d'habitude, on réécrit, on corrige, tant qu'on peut encore, on le fait. Et donc notre petit scénario, on le taille, on le polit, on s'assure que tout est parfaitement cohérent, que c'est une excellente base de travail, que si on le fait lire à quelqu'un, il va se dire « Ah, je vois bien à quoi ton film va ressembler ». Et puis on se repose un coup. Quand même, on se repose un coup parce qu'on a fait une grosse étape et qu'on n'est certainement pas au bout de nos peines, parce que, et ça on l'abordera dans le 3e épisode, il va y en avoir des contraintes à surmonter avant même d'allumer la caméra. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout ce 2e épisode de comment faire un film fauché sur le scénario. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez vos propres conseils à donner dans les commentaires, vraiment faites-le, parce que j'ai pas la science infuse, donc si vous pouvez aider à votre façon, et peut-être d'une meilleure façon que moi, d'autres réalisateurs amateurs, vraiment faites-le. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Même si vous êtes abonné, je vous invite à activer la petite cloche pour qu'on reste en contact. Et si vous avez envie de plus de moi en dehors de YouTube sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram, sur mes comptes Twitter et sur mes comptes Sens Critique. Tous les liens, je vous les ai mis dans la description. Et puis maintenant, on va passer aux critiques pendant quelques semaines. Et pour la suite de cette série, je vous dis à dans un mois. Ciao tout le monde.